C'est parti. C'est parti. Du coup, Git, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui a été créé en 2005 par Linus Torvalds. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Linus Torvalds, c'est tout simplement celui qui a créé le noyau Linux. Donc c'est pas un rigolo. Pourquoi il a créé Git? Parce qu'à l'époque, il existait des logiciels comme Subversion, Mercurial, qui permettaient de versionner le code source, donc c'est du management de projet, de code source informatique, mais ces outils ne répondaient pas aux besoins de Linus. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais faire mon propre outil, qu'il a donc appelé Git. Donc maintenant, Git a fêté tout récemment ses 10 ans, donc c'est un outil qui a fait ses preuves et qui est très répandu aujourd'hui dans la communauté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, juste pour information, ça vous servira toute votre vie et c'est vraiment très important que vous commenciez à vous en servir dès maintenant parce que ça vous permettra de facilement travailler de manière collaborative avec tout le monde. Donc on va faire une petite présentation rapide de Git et après on verra comment l'installer sur son ordinateur. Donc Git, quelle est la force de Git par rapport aux anciens outils? Donc Git, ça permet tout simplement de versionner son code source. Donc qu'est-ce que ça veut dire versionner? Versionner, c'est-à-dire qu'à des instants T du développement de votre logiciel, vous allez faire une capture d'écran, une photo, ce qu'on appellera un commit de votre code. Donc à un moment donné, si par exemple aujourd'hui, ça fait une semaine que vous développez un logiciel, aujourd'hui vous êtes en version stable 1.1, ça marche très bien, vous voulez faire une photo de ce code-là, vous faites un commit, c'est ce qui est représenté par les petits points. Et donc votre code est sauvegardé à cet instant-là. Si demain vous faites une nouvelle version, vous développez une nouvelle version de votre logiciel avec de nouvelles fonctionnalités, vous décidez que ce logiciel du coup il passe en version 1.2, hop, vous faites un nouveau commit, et du coup pareil, l'historique est conservé. Et donc il faut savoir que tout l'historique est conservé depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui. Donc l'une des grandes forces de Git, c'est les branches. Là où les autres logiciels, les autres outils avaient des faiblesses, c'était très compliqué d'avoir des branches, c'était très compliqué de les gérer. Git rend ça très simple. Donc les branches, en fait, qu'est-ce que c'est? On peut voir ça comme des dossiers sur votre ordinateur. Donc un dossier master, un dossier develop, un dossier hotfix. Donc en vrai, c'est pas du tout des dossiers, mais on peut voir ça de manière imagée comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans votre dossier sur votre ordinateur et vous voulez ajouter une fonctionnalité. Mais vous ne voulez pas toucher le code source qui est stable dans la branche master. Donc vous faites une branche develop. Dans cette branche-là, vous faites tous vos développements de fonctions. Donc ça peut être des fonctions qui ne sont pas testées, qui peuvent être fonctionnelles mais qui peuvent avoir des bugs. Vous testez tout. Une fois que la fonction est approuvée, testée et que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun bug et que vous voulez la merger, donc merger ça veut dire fusionner dans la version stable, ça se fait très facilement et donc c'est représenté par les petites flèches transversales. Et aussi, il faut savoir que si vous avez des versions stables de votre logiciel, dès qu'un jour quelqu'un vous fait remarquer qu'il y a un bug, vous pouvez très facilement créer une petite branche hotfix, très rapidement fixer les bugs et la merger dans la branche principale. Donc en fait, il faut voir ça comme vraiment d'avoir séparé le code en différentes versions. Donc la version stable, master, qui est toujours la version fonctionnelle, c'est la version la plus actuelle et la plus à jour. Les versions de develop qui sont en cours de développement et hotfix, on peut créer autant de branches que l'on veut. Il faut savoir aussi, c'est une bonne pratique, il faut toujours committer du code qui est fonctionnel. Il ne faut jamais commencer à développer quelque chose et si on ne sait pas si ça marche pas trop. C'est une bonne pratique, vous pouvez le faire, vous pouvez faire n'importe quoi, mais c'est une bonne pratique de committer du code qui est fonctionnel, ça permet un meilleur suivi et pour les personnes avec qui vous travaillerez, ça leur permet d'être sûr que le code sur lequel ils travaillent fonctionne. Donc Git, ça permet comme les autres outils de travailler de manière collaborative et décentralisée. Aujourd'hui, si vous voulez travailler avec des collègues, donc, des binômes ici à l'IUT ou à 2, 3 ou 4 personnes, quel choix vous avez? Vous avez le choix de passer par des mails, c'est chiant, c'est pas possible, c'est vraiment aucun historique. Vous avez le choix de passer par Google Drive, et ce n'est pas du tout la bonne solution parce que le code, même s'il peut être versionné à chaque fois que vous uploadez un fichier, imaginons que vous travaillez tous les deux sur le même fichier, le même code source, ça, tout de suite vous allez avoir des problèmes, vous ne pourrez pas travailler en même temps, vous ne pourrez pas développer, vous ne pourrez pas versionner, séparer votre code, ce sera vraiment pas pratique. Donc comment ça marche avec Git? Ici on a 4 personnes, imaginons 4 étudiants de l'UTC qui vont travailler ensemble. Ils vont tous les 4, donc il y en a un des 4 qui va créer ce qu'on va appeler un repository, donc c'est un dépôt sur son ordinateur. Ensuite on a un serveur central, donc par exemple le GitLab de l'UTC, c'est un serveur auquel vous avez tous accès, qu'on va appeler Origin. Donc Alice, par exemple, va créer du code sur son ordinateur. Elle veut le partager avec David, Bob et Claire. Elle envoie donc, elle tape son code. Elle fait des commits sur son ordinateur. Une fois qu'elle a fait 3 ou 4 commits, que le code qu'elle veut envoyer est stable, elle l'envoie donc sur Origin. David, Claire et Bob ont donc la possibilité, avec une seule commande de leur ordinateur, de récupérer ce code et d'avoir accès à l'historique de tous les commits qu'a pu faire Alice. À leur tour, Bob, David et Claire pourront modifier les fichiers, faire des nouveaux commits, et ainsi chacun aura la possibilité de récupérer le travail que les autres personnes ont fait. Il y a aussi la possibilité de travailler directement entre 2 personnes sans passer par le serveur Origin, en se connectant directement à l'ordinateur de la personne avec laquelle on veut travailler. Par exemple, si
deux personnes décident de travailler sur un bout du projet, une fonctionnalité de manière temporaire ou de manière à titre expérimental, ils peuvent le faire sans impacter le code qui est au milieu, le code sur le serveur central. Donc c'est à la fois décentralisé et centralisé, et c'est collaboratif. Donc c'est vraiment un des avantages par rapport aux autres outils qui existent de Git. Enfin, Git vous permet très facilement de revenir à un état ancien de votre code. Imaginons qu'aujourd'hui vous avez fait un commit, une nouvelle fonctionnalité, et vous vous rendez compte 2 jours après qu'en fait il y a un bug, ça casse toute une partie du logiciel, personne ne s'en est rendu compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle un revert, donc vous allez revenir sur une ancienne version du code de 2 jours, 3 jours, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Ça permet en une ligne de code, enfin une ligne de commande, vous revenez à une ancienne version, tout en gardant votre historique, tout en gardant les versions non fonctionnelles. Donc vous pouvez très facilement switcher d'une version à l'autre facilement. Même chose avec les branches, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc maintenant que je vous ai bien vendu le logiciel, j'espère que vous êtes convaincus et que vous allez l'utiliser dès ce soir. Donc passons tout de suite à une petite explication de comment l'installer sur votre ordinateur. Donc sur Linux, c'est très simple, c'est sur les dépôts centraux. Sur Mac OS avec Brew, ça s'installe tout pareil. Et enfin, sur Windows, il y a un exécutable sur le site officiel. Donc je vous recommande de vous en servir en ligne de commande. Donc sur Windows, c'est surtout, enfin, il y a des outils graphiques, mais ce sera mieux si vous en servez en ligne de commande. Donc voilà, 2 lignes pour l'installer, et c'est fait. Ensuite, comme je vous le disais, si vous voulez travailler à 4 personnes, il y a une des 4 personnes qui va devoir créer le repository, donc le dépôt. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se positionne dans un dossier, n'importe lequel de son ordinateur, elle tape git init, Git, le logiciel, donc, va créer des fichiers cachés qui lui serviront à fonctionner, et c'est fait, c'est tout, ça suffit. Le repository est créé, il existe. Ensuite, vous pouvez vouloir ajouter l'adresse distante d'un serveur, donc avec la troisième ligne, git remote add, vous ajoutez l'adresse d'un serveur distant, et donc Git saura que vous pouvez pousser ou pas du code dessus. Donc là, l'adresse, elle est de la fin. Le protocole Git, qui est en fait SSH, est utilisé. Et donc le serveur, on peut le voir, s'appellera donc Origin. Ensuite, si moi je suis pas Alice, mais que je suis Bob, et que je veux récupérer le code qui est sur le serveur que Alice a poussé, je vais dans un dossier, pareil, je tape git clone mon URL, espace, le nom de mon projet. Ça va avoir pour effet de créer un projet qui s'appellera project, et qui sera une copie conforme de tous les commits, donc du code source actuel et de l'historique entier des commits, sur l'ordinateur. Donc pareil, en une ligne de code, on récupère tout le travail qu'a fait Alice depuis 3 jours. Donc comment ça se présente? Donc sur votre ordinateur, une fois que vous avez fait git init ou git clone, vous avez un dossier caché qui va contenir l'ensemble de l'historique des commits et tout un tas d'autres informations qui servent au fonctionnement interne de Git. Donc il y a 3 termes à connaître quand on se sert de Git. Donc ces 3 termes sont workspace, index et local repository. Donc le workspace, qu'est-ce que ça désigne? Principalement en fait votre dossier sur votre ordinateur. Dès que vous allez dans un dossier, vous êtes en fait dans votre workspace. C'est les fichiers tels que vous les voyez, les dossiers tels que vous les voyez. C'est votre workspace. Dès que vous ajoutez des fichiers dedans et que vous les modifiez, si ensuite vous voulez les committer, il faudra les ajouter à un index. L'index c'est un état temporaire qui servira à dire à Git, ces fichiers-là, je suis en train de les modifier, mais au prochain commit, je veux que tu les committes. Je veux que tu committes toutes les modifications faites à ces fichiers. Donc l'index, c'est une zone temporaire entre un commit et votre workspace. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, que votre index est rempli avec les fichiers prêts à être committés, vous allez donc faire un commit, et donc votre code va passer dans votre repository local. Donc le repository local, en fait, concrètement, il va contenir l'ensemble de l'historique de tous les commits. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites un commit, l'index est vidé, mais votre workspace reste tel qu'il est. Donc ça peut vous paraître très flou ce que je raconte pour l'instant, mais dès que vous commencerez à toucher à la ligne de code, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et donc le local repository, c'est tout simplement le serveur origin dont je parlais il y a 5 minutes, qui peut être ou pas une copie identique du local repository. Donc dès que vous avez fait 3 à 4 commits, vous pouvez vouloir pusher l'ensemble de vos commits sur le remote repository, et donc ce serveur distant sera en fait une copie de votre dépôt local. Voilà donc un petit résumé de l'ensemble des commandes dont vous allez avoir besoin. Donc pour faire simple, vous ajoutez des fichiers dans votre repository en les créant comme vous le faites tous les jours. Ensuite, vous tapez la commande git add le nom de votre fichier. Ce fichier passe maintenant dans l'index. Vous continuez à le modifier, vous continuez à le modifier. Une fois que vous voulez faire un commit, vous tapez git commit avec un message et ça crée un commit. Ça crée une capture d'écran, comme je dis, une photo de votre code à cet instant donné. Une fois que vous voulez pousser l'ensemble de vos commits sur le serveur distant, vous faites un git push origin et le nom de la branche, et ça pousse tout l'ensemble de l'historique que vous avez sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez d'autres commandes en dessous qui vous permettent de récupérer le code et de tester différentes choses.
Je vous invite à les tester, enfin récupérer les slides juste après et à les tester chez vous. Voilà d'autres commandes usuelles donc, qui vous serviront à chaque fois à Git. Donc Git status qui permet de connaître l'état du workspace, l'état de l'index et l'état du serveur distant, je crois. Git log qui permet de voir tout l'historique des commits. C'est plein de commandes qui vous serviront tous les jours. Git, c'est pas que ça, c'est pas que les branches, c'est pas que les commits, c'est aussi des sous-modules. Ça permet vraiment de séparer de manière très intelligente votre projet. Imaginons que vous ayez un projet qui utilise un sous-projet, mais que les deux soient totalement indépendants, enfin que le sous-projet soit totalement indépendant de votre projet principal. Vous pouvez créer des sous-modules, c'est-à-dire que ce sera vraiment deux projets différents, mais il y a un projet qui se servira de l'un d'eux. Et donc ils pourront vivre vraiment de manière séparée et sont totalement indépendants. Il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs repos distants, donc un qui sert pour la prod, un pour la pré-prod et plein de choses. Deux outils très utiles, dont GitLab qui est à l'UTC, donc vous pouvez vous en servir, c'est sur les serveurs de l'UTC. C'est donc tout simplement un repos distant. Donc voilà. Donc concrètement, quand on se sert de Git, comment on fonctionne? Basiquement, on se sert de deux branches, donc master et develop. Ça c'est vraiment l'utilisation basique de Git quand on commence à se servir. Voilà, on essaie d'avoir le code le plus stable possible sur master et de développer tout ce qu'on fait sur develop. Quand on connaît bien Git, quand on est vraiment habitué, quand on est toute une équipe et qu'on veut vraiment un historique très propre, qu'on est vraiment à cheval sur la qualité du code et sur la gestion, sur l'évolution de ce logiciel, voilà un exemple de workflow qui fonctionne très bien, qui est approuvé, mais qui est vraiment plus complexe et ça demande une certaine expérience de Git. Mais je vous invite à retourner voir cette image, elle est vraiment importante. Comme je le disais tout à l'heure, utilisez toujours la ligne de commande, évitez les outils graphiques, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a moins le contrôle. En ligne de commande, dans un terminal Linux, dans un terminal sur Windows ou sur Mac, on sait vraiment ce qui se passe, c'est très explicite, donc utilisez vraiment la ligne de commande. Et enfin, lisez la documentation, elle est très bien faite et vraiment claire. Et enfin, le deuxième lien, c'est un petit tutoriel, en 5 minutes, vous apprendrez Git en tapant 3 commandes dans votre navigateur internet. Merci.